Bienvenue sur la chaîne YouTube académique Canal BIA. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette première émission à l'Aéroclub de l'Hérault, une façon de vous immerger au cœur des aéronefs. Au programme, 2 parties. Dans un premier temps, nous vous présenterons une description des principaux éléments constituant un aéronef. Et dans un second temps, nous vous présenterons les documents nécessaires, aussi bien pour l'avion que pour le pilote, avant de partir en vol. Très bonne émission, à toi Jean-Jacques. Oui, merci Nicolas. Dans cette émission, nous vous proposons de découvrir un avion léger au sein de l'Aéroclub de l'Hérault, qui est partenaire de notre chaîne Canal BIA. Ce sera l'occasion d'aborder quelques points du programme du BIA, notamment le repérage et la description des éléments essentiels d'un avion léger, mais aussi quelques aspects réglementaires incontournables à connaître lorsqu'on s'intéresse à la préparation d'un vol. Bonne découverte. Eh bien, bienvenue à l'Aéroclub de l'Hérault. Moi je suis Xavier Berthaud, je suis vice-président de l'Aéroclub et responsable pédagogique, donc en gros chef pilote de l'Aéroclub. Dans notre aéroclub, qu'est-ce que nous faisons? On accueille des pilotes et des élèves pilotes pour le loisir. Et nous sommes là aussi pour pouvoir donner une vocation aéronautique aux jeunes. Et nous avons beaucoup d'actions auprès des jeunes de la ville de Montpellier, de la région Occitanie, et en particulier à travers le BIA. Bonjour Jacques, Bonjour, on est au pied d'un avion d'Aéroclub. Alors je crois que tu pilotes. Et tu peux nous en dire un peu plus, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais, dans quel cadre? Bien bonjour, je m'appelle Jacques Almani, je suis professeur d'éducation physique au lycée Champollion de Latte et par ailleurs je suis pilote privé à l'Aéroclub de l'Hérault, Montpellier, Occitanie et bienvenue dans l'Aéroclub. Très bien, écoute, je te propose de nous montrer plus en détail tout ça et puis je te donne rendez-vous dans le cockpit tout à l'heure. D'accord, à tout de suite. Bien, alors voici l'avion que nous allons présenter. Il s'agit d'un DA-20 du constructeur Diamond Aircraft. Cet avion est biplace, c'est-à-dire qu'il peut transporter 2 personnes. Il est équipé d'un moteur à essence de 100 chevaux qui lui permet de voler aux environs de 200 km à l'heure. Bien, nous arrivons à l'avant de cet appareil et nous trouvons donc un organe essentiel qui est l'hélice. Cette hélice est bipale. Il en existe à 3, 4 ou davantage. Cette hélice est munie d'un cône d'hélice qu'on appelle aussi la casserole d'hélice. On va faire le tour de l'avion. Et maintenant, on va décrire cet aéronef en faisant le tour. Alors voici donc ce qui permet à l'avion de voler, c'est son aile. Elle est fixée sur le fuselage dans une zone qu'on appelle l'emplanture, qui est une zone très solide. Donc on poursuit cette description de l'aile. On peut tout de suite remarquer qu'elle a une forme particulière. Elle a une forme un peu plus bombée sur le dessus et une forme plus plate sous l'aile. Nous arrivons ensuite à l'extrémité de l'aile. L'extrémité d'une aile s'appelle le saumon de l'aile. Sur le saumon sont fixés un certain nombre de lumières. Nous en avons une ici qui s'appelle le feu à éclat, ou encore strobe, qui est en activité dès que le moteur de l'avion est en marche et pendant toute la durée de l'usage de l'appareil. Ensuite, on a un feu de navigation qui est vert lorsqu'on est à la droite de l'avion, de l'autre côté il est rouge, et à l'arrière un feu de position qui est blanc et qui sert évidemment lorsque l'avion vole de nuit. On arrive sur la partie arrière de cette aile qu'on appelle le bord de fuite. A noter que la partie avant de l'aile s'appelle le bord d'attaque. Alors sur ce bord de fuite, on y trouve quelques surfaces qui sont mobiles. Pour commencer, celle-ci qu'on appelle l'aileron. L'aileron sert à gouverner cet avion et à le faire virer.
on peut remarquer que cet aileron est commandé par le manche. On continue sur cette aile et on va y trouver également une surface mobile qu'on appelle le volet. Le volet, c'est un dispositif hyper sustentateur, c'est-à-dire qu'il permet d'améliorer les performances de l'aile à basse vitesse, c'est-à-dire au décollage comme à l'atterrissage. Puisque tu es à l'intérieur du cockpit, est-ce que tu veux bien ouvrir la verrière s'il te plaît? Sans problème. Voilà. Bien, je vais te demander maintenant s'il te plaît d'actionner les volets. Alors, batterie Donc, d'abord. La batterie et un cran de volet. Voilà, donc un cran de volet sorti, ça signifie que le volet s'abaisse légèrement. Ça, c'est pour la configuration décollage. 2 crans de volet, s'il te plaît. Voilà. Le volet est entièrement descendu. C'est la position atterrissage. À noter que ces volets existent aussi sur les plus gros avions, tels que les avions de ligne. Merci Jean-Jacques. Bien, nous poursuivons notre visite avec l'arrière du fuselage qui comporte l'immatriculation de l'avion. Ici, en alphabet aéronautique, nous avons Foxtrot, Golf, Novembre, Juliette, India. On arrive à l'arrière de l'avion qui s'appelle l'empennage. Alors l'empennage est constitué de différentes parties, certaines parties fixes, d'autres parties mobiles. Tout d'abord, un plan vertical qui est fixe et qui s'appelle la dérive. À l'arrière de ce plan vertical, une partie mobile et qui s'appelle la gouverne de direction. Jean-Jacques, est-ce que tu peux actionner la gouverne de direction, s'il te plaît? Voilà, c'est à l'aide des palonniers, qui sont 2 pédales situées au pied du pilote, que celui-ci actionne la gouverne de direction. Merci Jean-Jacques. Sur la partie supérieure, nous avons l'empennage horizontal qui est constitué d'un plan fixe qui est immobile et d'une surface qui est mobile et qui s'appelle la gouverne de profondeur. Cette gouverne est actionnée par le manche à balai en poussant le manche vers l'avant ou vers l'arrière. Jean-Jacques, est-ce que tu peux actionner la gouverne de profondeur s'il te plaît? Oui. Voilà, c'est cette gouverne qui permet à l'avion de monter ou de descendre. Merci Jean-Jacques. Poursuivons notre tour de l'avion avec au passage cette partie qui est un sabot de protection tout simplement et qui permet de protéger l'avion contre d'éventuels frottements. Poursuivons le tour de notre avion, on arrive du côté gauche et on a évidemment l'aile gauche qui est elle aussi munie d'un volet hyper sustentateur. À son extrémité, l'aileron qui est commandé par le manche à balai, Jean-Jacques. Voilà. Comme ça, parfait. Nous arrivons à l'extrémité de l'aile. Un élément que je n'avais pas mentionné, c'est cette partie qui est recourbée, qui s'appelle un winglet et qui a pour objectif d'améliorer les performances de cette aile. Sur tous les avions modernes, les ailes sont munies de winglets. On arrive sur le fonctionnement de ces feux. Nous avons le feu à éclat qu'on doit allumer lorsque on va mettre l'avion en marche et quand on l'a éteint, voilà donc le feu à éclat qu'on appelle aussi strobe. Merci. Ensuite, feu de navigation. Alors on a ici le feu de position et le feu rouge qui est à gauche et à droite il est vert. Ça permet de distinguer le positionnement de l'avion lorsqu'on ne voit que ses lumières pendant la nuit. Arrivons sur l'avant de l'aile. Alors à l'avant, nous avons 2 feux. Le premier, c'est le feu de roulage, qu'on appelle feu de taxi. Jean-Jacques, taxi, voilà le feu de roulage qui est utilisé uniquement au sol. Ensuite, le deuxième feu, c'est le phare d'atterrissage, qui est utilisé aussi bien au décollage qu'à l'atterrissage. Il ne sert pas à éclairer la piste ou quoi que ce soit, mais à se faire voir d'autres appareils éventuellement. On poursuit le long de cette aile, donc on a le bord d'attaque,
Et on va arriver à un petit orifice ici qui est un élément de sécurité qu'on appelle l'alarme de décrochage. Ce petit trou là, lorsqu'il y a une dépression, va déclencher une alarme qu'on entend dans le cockpit et qui est le signe que l'avion approche d'une position où il risque de ne plus pouvoir voler correctement. Essayons. Ça marche. On a oublié une chose ici, ce qu'on appelle la flamme, c'est en fait un cache-pitot. Alors le pitot, c'est une sonde qui permet de déterminer la vitesse de l'avion dans l'air. Elle est très importante et pour éviter que ce petit orifice soit obstrué par des déchets d'animaux ou d'autres, eh bien, quand on est au sol, on le protège par le cache-pitot. Bien, on termine le tour de l'avion en décrivant son train d'atterrissage. Et donc l'avion est posé sur ce qu'on appelle un train tricycle qui est composé du train principal avec les deux roues sous les ailes et de la roulette de nez qui est à l'avant de l'avion. On peut voir d'ici que la roue est munie de freins à disque et on doit vérifier l'état de ses freins et des pneus avant de partir en vol. On a vu avec Jacques un avion muni d'un train d'atterrissage tricycle avec une roulette de nez. Il faut savoir qu'il existe donc un autre système de train d'atterrissage qu'on appelle le train classique, qui était plutôt à l'origine dans l'histoire de l'aviation, mais qu'on retrouve maintenant sur certains avions modernes, comme celui que nous avons sous les yeux. Donc un train classique est constitué d'un train principal, comme pour ce qu'on a vu précédemment, et d'une roulette de queue qui remplace quelque part la roulette de nez. Bien, Jacques, bienvenue à bord, hein, parce que là je me suis un peu perdu, tu vas m'expliquer tout ce que je trouve ici, là, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Bien, je te rejoins à bord. Alors, dans un avion, les places ne sont pas attribuées au hasard. À gauche, c'est la place pilote. Donc, soit le pilote breveté est à cette place, soit il s'agit d'un élève pilote, et dans ce cas-là, il est accompagné de son instructeur qui est à droite. Alors, la première chose qu'on peut constater avant de monter à bord, c'est que les commandes de vol sont doublées. Il y a un manche à gauche, un manche à droite, des palonniers également, à gauche et à droite. Alors revenons sur les commandes de vol. Les commandes de vol sont au nombre de deux principalement. Le manche à balai qui permet d'agir à la fois sur la gouverne de profondeur en poussant le manche ou en tirant, ce qui permet à l'avion de piquer ou de se cabrer. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsqu'on déplace le manche sur le côté. Jean-Jacques, mets le manche à droite s'il te plaît. Le manche est à droite. On peut constater qu'à l'extrémité de l'aile, l'aileron de droite s'élève. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, avec le manche à droite toujours, l'aileron de gauche s'est abaissé. Cela va provoquer une dissymétrie dans l'aile. Ça va incliner l'avion et tout simplement, l'avion va tourner. C'est comme ça qu'on tourne, c'est en inclinant son avion. Maintenant, Jean-Jacques, tu vas agir sur le palonnier qui sont les pédales situées à tes pieds. Donc si tu pousses sur une pédale, à droite par exemple, on va déplacer la gouverne de direction vers la droite, ce qui va faire pivoter l'avion vers sa droite ou vers sa gauche lorsqu'on appuie sur la pédale de gauche. Pour terminer avec le manche à balai, celui-ci est muni d'un petit bouton que le pilote actionne lorsqu'il veut émettre à la radio pour communiquer avec le contrôle. Alors dans la console centrale de l'avion, on a principalement la commande de gaz. Voilà, on la pousse vers l'avant pour augmenter la puissance du moteur. Voilà. À droite, nous avons la manette de régulation de l'hélice qui est en quelque sorte une espèce de boîte de vitesse de l'avion. Continuons avec les instruments de vol. Nous avons ici un ensemble d'instruments qui donnent différentes indications. Tout d'abord, en haut à gauche, l'anémomètre, qu'on appelle aussi le badin, et qui donne la vitesse de l'avion. Ensuite, l'altimètre ici indique l'altitude de l'avion. Plus bas, le variomètre qui donne la vitesse verticale de l'avion.
et donc ses déplacements vers le haut ou vers le bas. Ensuite ici nous avons l'indicateur de virage et la bille aiguille. Ces informations sont reprises sur cet écran, qui est un écran moderne, qui figure dans beaucoup d'avions, y compris les gros avions de ligne, et qui reprend donc l'horizon artificiel au centre, l'indication de la vitesse à gauche, l'indication de l'altitude à droite. Voilà pour les instruments principaux. Ensuite nous avons ici un compas magnétique, qui est ni plus ni moins qu'une boussole, et qui indique la direction de l'avion. Ensuite ici on a un instrument de radionavigation qu'on appelle un VOR. Ici la commande des volets. Poursuivons avec la partie radio. Ici nous avons un instrument qui est la radio, donc émetteur-récepteur, qui est couplé avec un GPS, un instrument de radionavigation. En dessous nous avons un transpondeur, qui est un appareil qui communique avec le contrôle aérien. On arrive sur la partie droite, nous avons des instruments moteurs assez classiques finalement, comme un petit peu sur une voiture, avec des températures, des pressions et des régimes moteurs. Bien, nous en avons terminé avec la description globale de cet aéronef. On est prêt à voler? On va partir? Pas tout à fait, Jean-Jacques, on a quelque chose à faire avant. Très bien. Club. Donc nous nous préparons à aller en vol et avant chaque vol on est obligé de faire quelques formalités et en particulier nous devons amener de la documentation, enfin des papiers officiels comme le permis de conduire pour une voiture, comme la carte grise. Et bien on a l'équivalent en aviation et je vais vous montrer rapidement ce que nous sommes obligés d'emmener dans l'avion. Donc nous avons un certificat de navigabilité qui permet d'être sûr que notre avion est conforme, un certificat d'immatriculation qui nous donne l'immatriculation de l'avion, comme ici nous avons le Fox Golf Novembre Juliet Golf que nous allons utiliser. Ensuite nous emmenons un certificat acoustique parce que effectivement il faut que l'avion soit écolo, disons, et qu'il ne fasse pas trop de bruit, donc c'est ce qui l'atteste. Nous avons aussi l'utilisation de la radio avec une licence de station d'aéronef, donc qui nous permet d'utiliser les postes de radio. Nous avons ici un devis de poids et centrage qui nous permet d'équilibrer l'avion dans le transport des passagers, des bagages, etc. Donc nous faisons les calculs avec ces documents. Et nous avons l'assurance, puisqu'on vole avec une assurance comme pour une voiture obligatoire. Bien sûr. Voilà. Ensuite, nous avons le carnet de route, le carnet de route qui nous permet de mettre tous les vols. Chaque vol sont marqués, sont répertoriés avec les quantités de carburant, d'huile que nous marquons, et chaque pilote doit le marquer à la fin du vol. Donc ça c'est lié à l'avion? C'est lié à l'avion. Et le dernier document qui est important que nous devons avoir à portée de main du pilote, c'est le manuel de vol dans lequel tous les détails de l'utilisation de l'avion sont marqués et on peut y faire référence à tout moment. Très bien. Nous sommes ici dans l'atelier de l'aéroclub. Parce qu'au niveau de notre aéroclub, nous sommes avec des avions certifiés et un entretien est absolument nécessaire. Et je vous présente José, qui est le chef de l'atelier et qui va vous expliquer un petit peu comment sont suivis les avions. Bonjour, alors nos avions sont suivis périodiquement avec des visites toutes les 50 heures. Qui demande une APRS, donc une approbation pour remise en service. Tout ça est fait dans les cadres agréés, suivi par l'OSAC, qui nous contrôle, qui contrôle nos avions. Et toutes les interventions demandent une remise en service. Que ce soit les interventions
périodiques, programmées, toutes les 50 heures, donc 50 heures, 100 heures, 200 heures, jusqu'aux grandes visites 1000 heures ou 2000 heures. Et les interventions non programmées, les pannes éventuelles, ça peut aller de la simple ampoule grillée à la panne vraiment beaucoup plus importante, moteur ou autre chose. Donc toute intervention doit être notée, suivie, on fait appel à ce que nous appelons des cartes de travail, où tout est répertorié, toutes les interventions sont signées par l'opérateur, contrôlées par le chef d'atelier, et ensuite stockées. Donc grande visite, ça dépend des avions, mais la grande visite, nous démontons tout. C'est le constructeur qui décide. Ça peut être toutes les 1000 heures sur ce type de machine, 2000 heures ou 4000 heures, ça dépend le constructeur. Mais on passe partout, c'est-à-dire on démonte les ailes, on démonte les réservoirs de carburant, on contrôle les câbles, toutes les commandes de vol, la structure. Il y a des interventions sur le moteur, sur le bâtimoteur, enfin c'est vraiment un contrôle approfondi de la machine. Très bien Xavier, on est presque prêt à partir, mais quand je prends ma voiture, il faut que j'ai mon permis de conduire. J'imagine que pour l'avion c'est un petit peu pareil. Alors c'est même un tout petit peu plus compliqué. On est obligé effectivement de vérifier si le pilote est apte à voler. Donc pour cela, on vérifie deux choses qui sont importantes. C'est d'une part la première qui est la licence qui nous autorise à voler. Cette licence est européenne et il y en a plusieurs. Nous avons les licences de pilote privé qui sont l'Apple et le PPL, et nous avons la licence de pilote professionnel. Et il est important de voir au dos la date de validité, parce qu'elle est remise en question tous les ans, tous les 2 ans, en fonction du nombre d'heures de vol qu'a effectué le pilote. La deuxième chose à vérifier, c'est la visite médicale, parce qu'il faut être apte au niveau de la santé de pouvoir voler. Donc nous avons une visite médicale qui se présente de la manière suivante, et qui est aussi délivrée sous l'égide de la DGAC avec des médecins agréés aéronautiques. Et nous avons une date de validité aussi en fonction de l'âge. Bon, très bien, on a vérifié, on a tous les papiers, on est en règle. On peut y aller maintenant. Eh bien, on peut y aller, mais nous avons quelques petits renseignements à obtenir, entre autres, c'est-à-dire des renseignements sur l'utilisation de l'aérodrome. Donc pour cela, nous allons écouter, soit dans l'avion, soit par téléphone, mais nous on peut le faire ici dans notre salle opération, la TIS qui nous permet d'avoir tous ces renseignements, qui sont une fois donnés en français, une fois donnés en anglais, en moins de 30 secondes. Nous allons le mettre en route. Ok, température 13, point de positif, PNH unité 024, informé au premier contact, avoir reçu l'information Charlie. Good day, this is Neptune Information Charlie, recorded at 0650. ILS 0 approach, runway 30 right, 30 left in use, transition level 60, way scan. Car OK, temperature 13, dew point 10. Quebec, November Hotel 1024, informing the first contact, Charlie information. Donc l'important pour moi en tant que pilote, c'est de savoir le numéro de la formation. Donc là nous avons la formation Charlie, et la piste en service, la météo, en particulier le vent pour savoir s'il est dans l'axe ou pas, et les références altimétriques qui sont à l'heure actuelle le Foxeco et le QNH. Et à partir de là, nous pouvons aller dans l'avion. Avant chaque vol, nous devons faire une visite pré-vol qui consiste effectivement à faire à l'intérieur de l'habitacle de vérifier qu'il n'y ait pas eu d'anomalie subvenue avant le vol précédent, que ça soit même à l'extérieur aussi. On doit vérifier la quantité de carburant et vérifier toutes les parties physiques de l'avion pour voir s'il n'y a pas une vis qui serait dévissée, s'il n'y a pas eu un caillou qui aurait heurté l'appareil, etc.
D'accord, alors ça c'est une visite, ça porte un nom je crois, ça s'appelle La visite prévole. la visite prévol. Donc on voit justement un pilote en train de l'effectuer. Tout à fait. Très bien. Le need to know représente l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Nous allons maintenant récapituler le vocabulaire de base lié à la description de l'avion. Ensuite, nous verrons quels sont les documents qui doivent se trouver à bord, ainsi qu'en possession du pilote. Nous allons revoir le vocabulaire lié au groupe motopropulseur, aux équipements de bord et à la cellule de l'avion. Le vocabulaire en français sera parfois accompagné de son équivalent en anglais. Sur un avion léger, le groupe motopropulseur se situe à l'avant de l'avion. Le capot moteur enlevé nous permet de voir le moteur. Voici l'hélice, munie de son cône d'hélice, appelé aussi casserole d'hélice. Les équipements de bord se trouvent à l'intérieur de l'habitacle, qu'on appelle aussi cockpit. Quels sont les principaux équipements de bord? Tout d'abord les instruments, qui se trouvent essentiellement sur le tableau de bord. Sur la partie gauche, les instruments de vol ou instruments de pilotage, qui sont utilisés par le pilote. Il y a 6 instruments principaux que nous détaillerons plus tard. À droite se trouvent les instruments moteurs, qui servent à connaître les principaux paramètres de fonctionnement du moteur, ainsi que la radio et divers instruments de communication et de navigation. Les commandes de vol sont le manche, qui peut être aussi un volant, et le palonnier. Ces commandes sont doublées pour être utilisées aussi bien en place gauche, celle du pilote, qu'en place droite, celle du copilote ou de l'instructeur. Nous allons maintenant aborder la cellule de l'avion. Elle comporte le fuselage, les ailes, l'empennage et le train d'atterrissage de l'avion. Le fuselage est le corps de l'avion, généralement en forme de fuseau, qui facilite la pénétration dans l'air. Il peut avoir évidemment différentes formes et différentes tailles. Nous en voyons ici quelques exemples. Voyons maintenant les ailes de l'avion. Tout d'abord, la partie avant de l'aile, celle qui va à la rencontre de l'air, s'appelle le bord d'attaque. La partie arrière, elle, s'appelle le bord de fuite. Voyons les autres parties fixes de l'aile. Tout d'abord, la partie supérieure de l'aile s'appelle l'extrado. La partie inférieure de l'aile s'appelle l'intrado. La zone où l'aile s'attache sur le fuselage s'appelle l'emplanture. À l'extrémité de l'aile, le saumon d'aile, qui est muni de plusieurs feux de navigation et de position. Il est surmonté parfois d'un winglet, qui est un appendice aérodynamique qui permet d'améliorer les performances de l'aile. Cette aile est également munie de phares de roulage et le phare d'atterrissage. Elle est également pourvue d'une sonde pitot, qui est un instrument qui sert à déterminer la vitesse de l'avion dans l'air. L'aile comporte aussi des parties mobiles. Les ailerons sont des surfaces mobiles situées en bout d'aile. Ils sont commandés par le manche. Les volets hypersustentateurs, situés plus près du fuselage, permettent à l'avion de voler à basse vitesse au décollage ou à l'atterrissage. L'empennage de l'avion se trouve à l'arrière du fuselage. L'empennage comporte des parties fixes. Tout d'abord, une partie horizontale, qu'on appelle tout simplement le plan fixe horizontal. Ensuite, une partie verticale, appelée la dérive. L'empennage comporte aussi des parties mobiles. Tout d'abord, la gouverne de profondeur, qui se trouve dans le prolongement du plan fixe horizontal. Elle est commandée par le manche. La gouverne de direction est dans le prolongement de la dérive. Elle est commandée par le palonnier. Terminons par le train d'atterrissage de l'avion. Il est constitué d'un train principal formé par 2 atterrisseurs robustes et un train secondaire plus fragile. Dans le cas d'une roulette de nez, à l'avant de l'avion, on parle d'un train tricycle. Dans le cas d'une roulette de queue, à l'arrière de l'avion, on parle d'un train classique. Lors de chaque vol, le pilote emporte avec lui une sacoche qui contient les documents de bord. Détaillons ces documents. Le certificat d'immatriculation, sorte d'équivalent de la carte grise d'une voiture. Le certificat de navigabilité, qui est permanent, et le certificat d'examen de navigabilité, qui lui est limité dans le temps,
et qui correspond à une sorte de contrôle technique. La licence de station d'aéronef qui permet d'utiliser une radio à bord de l'avion. Le certificat d'assurance. La fiche de pesée qui permet de connaître la répartition des masses dans l'avion. Enfin, le certificat de limitation de nuisance qui indique le niveau de bruit produit par l'avion. Dans cette sacoche se trouvent également 2 documents de bord très importants. Le manuel de vol, qui comporte au moins 6 chapitres et plusieurs centaines de pages, et qui détaille l'ensemble de toutes les caractéristiques de l'avion et de son usage. Le carnet de route retrace tous les vols de l'avion, son avitaillement, ses pilotes, ses atterrissages, etc. Voyons maintenant quels sont les propres documents du pilote. Tout d'abord son titre aéronautique, qui est permanent. Si le pilote pratique l'aviation de loisir, il est titulaire soit du brevet de base, titre français qui vient de disparaître dans la réglementation européenne, soit de la licence de pilote d'avion léger, soit de la licence de pilote privé. S'il s'agit d'un pilote professionnel, il est titulaire de la licence de pilote professionnel ou bien de la licence de pilote de ligne. Ensuite, sa qualification, qui, elle, est limitée dans le temps et qui doit être régulièrement renouvelée, par exemple, avion monomoteur à piston, avion multimoteur, vol aux instruments, vol en montagne, vol en équipage, etc. Enfin, le pilote doit être muni de son certificat médical, dont la validité varie selon le niveau de qualification et l'âge du pilote. Il doit être muni également de son carnet de vol, qui retrace toute l'activité du pilote au cours du temps. Voilà, c'est terminé pour cette présentation. Merci de l'avoir suivi. Et maintenant, voici une série de 15 questions pour s'entraîner à l'examen et pour renforcer vos connaissances. Nous vous conseillons de marquer une pause après l'énoncé de la question pour la chercher par vous-même, la noter quelque part ou la retenir, et ensuite et seulement ensuite relancer la lecture pour obtenir la réponse. Première question. Sur cette photographie, on peut apercevoir une aile d'un avion monomoteur. Identifiez les différentes parties de cette aile. Je vous laisse le temps de prendre connaissance des 4 combinaisons de chiffres proposées. Une seule est exacte. La bonne réponse était 1 bord d'attaque, 2 extrado, 3 ailerons, 4 volets et 5 saumons. Question suivante. Identifiez sur cette photographie les différentes parties de cet appareil. Même consigne, prenez le temps de lire les différentes combinaisons. La réponse était 1 gouverne de profondeur, 2 plan fixe horizontal, 3 gouverne de direction. Question suivante. L'avion représenté sur la photographie ci-après possède un train A classique, B tricycle, C caréné, D rentrant. Réponse B, c'est un train tricycle. Question suivante. Un train classique est constitué d'un train principal et une roulette de queue, réponse A. Un train principal et une roulette de nez, réponse B. Un train monotrace et 2 balancines, réponse C. Un diabolo avant et 2 roulettes arrière, réponse D. Bien évidemment, un train principal et une roulette de queue. Question suivante. Un saumon d'aile est, réponse A, la jonction entre l'aile et le fuselage. Réponse B, une pièce en forme de poisson qui sert à équilibrer l'aileron. Réponse C, l'extrémité de l'aile appelée aussi bord marginal. Réponse D, une pièce renforcée de l'aile qui sert de marchepied. Bonne réponse était la réponse C, extrémité de l'aile. Question suivante. L'élément fléché correspond, réponse A, à l'emplanture, réponse B, un aileron basse vitesse, réponse C, un volet,
Réponse D, un winglet. Réponse D, un winglet. Question suivante. On appelle emplanture de l'aile. Réponse A, la partie située à la jonction aile-fuselage. Réponse B, le dessous de l'aile. Réponse C, la partie la plus fine d'une aile. Réponse D, la partie extrême de l'aile appelée aussi saumon. Il s'agissait bien entendu de la partie située à la jonction aile-fuselage. Question suivante. Sur le plan ci-dessous, la combinaison correcte est... Alors, je vous laisse prendre connaissance des différentes combinaisons. Regardez bien les numéros en face des flèches. La bonne combinaison était 1 aileron, 2 saumon, 3 volet, 4 gouverne de profondeur. Question suivante. Un avion dispose de feux de navigation suivants depuis la place pilote. Réponse A, feu rouge à gauche, vert à droite, blanc derrière. Réponse B, feu blanc vers l'avant, rouge vers l'arrière. Réponse C, feu rouge à gauche, vert à droite, blanc derrière, tous clignotants. Réponse D, feu rouge à droite, vert à gauche, blanc derrière. La bonne réponse est feu rouge à gauche, vert à droite, blanc derrière. Question suivante. Pour ce vol d'instruction, vous allez prendre un avion ayant déjà été utilisé par 3 autres pilotes dans la matinée. Réponse A, la visite pré-vol est donc inutile. Réponse B, la visite pré-vol doit être réalisée obligatoirement par le chef mécanicien, qui n'est pas votre instructeur. Réponse C, la visite pré-vol doit être réalisée par votre instructeur. Réponse D, en tant qu'élève pilote, vous êtes le seul responsable de la visite pré-vol. Petit commentaire ici, en tant qu'élève pilote, vous serez censé effectuer également une visite pré-vol. Ça fait partie évidemment de votre apprentissage, mais la responsabilité en incombe à votre instructeur. Question suivante. Les limitations concernant les vitesses d'utilisation d'un aéronef se trouvent. Réponse A, dans le manuel de vol. B, dans le manuel d'entretien. C, sur le carnet de route. D, sur la fiche de pesée. La bonne réponse est dans le manuel de vol. Même si nous n'avons pas envisagé l'ensemble de ce que l'on trouve dans un manuel de vol, on se doute bien que s'il est question de vitesse, c'est bien le manuel de vol dont il s'agit, pas le manuel d'entretien. Ni celui du carnet de route, ni sur la fiche de pesée, qui est une partie du manuel de vol. La mention explicite APRS, je vous donne la réponse, je pense qu'elle est claire pour tout le monde. Les initiales parlent d'elles-mêmes et vous l'avez entendu dire, donc je pense dans le commentaire, dans la vidéo qui a précédé les questions. Question suivante. Votre instructeur vous annonce que vous allez bientôt pouvoir obtenir votre licence de pilote privé, mais vous devrez toutefois attendre d'avoir réponse A 15 ans, B 16 ans, C 17 ans, D 18 ans. Alors c'est à savoir à partir de 17 ans, donc un an avant le permis de conduire une automobile. Très bien. Question suivante. En France, un pilote d'aéronef doit posséder un certificat médical d'aptitude physique et mentale. Réponse A, dans tous les cas. De plus, ce certificat doit être délivré par un médecin agréé par la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Réponse B, ce certificat est toujours facultatif. Réponse C, aucun certificat n'est exigible, quel que soit le type d'aéronef. Réponse D, les conditions médicales dépendent du type d'aéronef à piloter. C'est la réponse A qui est la bonne réponse. Vous devez être en règle de ce point de vue-là, c'est-à-dire avoir ce certificat qui est délivré par un médecin agréé. Votre médecin traitant habituel n'est pas habilité à le faire. Question suivante. La licence de pilote est un document permettant à son titulaire de piloter un aéronef. Elle est donnée à vie.
Réponse B, atteste de la capacité du pilote à exercer ses fonctions. La licence d'un pilote d'avion se renouvelle périodiquement, sous certaines conditions. Réponse C, elle est obligatoire pour toutes les activités, y compris pour la pratique de l'aéromodélisme. Réponse D, aucune des réponses ci-dessus n'est exacte. La bonne réponse est la réponse B. Effectivement, une licence doit être renouvelée périodiquement. Il peut y avoir des périodes différentes et des conditions différentes, mais une licence n'est jamais attribuée à vie. Très bien, mais Xavier, on est au terme de cette émission. Tout d'abord, on va te remercier de nous avoir accueillis au sein de l'aéroclub de l'Hérault. Et le moment est venu peut-être de nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est qu'un aéroclub, sa vocation, qu'est-ce qu'on peut y faire. Voilà, hein, des questions de profanes. Mais un aéroclub, c'est un rassemblement de personnes, effectivement, pour pouvoir assouvir notre passion, hein, déjà. Donc un club où on fait du loisir, mais pas que, puisqu'on forme des pilotes privés, hein, avec l'Apple et le PPL, mais aussi des pilotes professionnels qui peuvent se perfectionner chez nous. Et nous faisons aussi appel à tous les jeunes qui veulent venir dans l'aéroclub, en les formant au BIA et en les accompagnant après le BIA, de telle manière à ce que les jeunes puissent découvrir une vocation, peut-être aéronautique plus tard, pour leur métier, entre autres. Et c'est notre vocation.